Je me détestais tellement que je me disais juste que j'étais un monstre en fait. J'ai voulu en finir bien plus d'une fois, par quelque manière que ce soit. J'étais pas heureuse de vivre en fait. Quand t'as un trouble borderline, t'es à la merci du monde tout le temps, émotionnellement, identitairement. Il y avait que du t'es vraiment une drama queen, t'abuses, t'exagères. Ça s'est mal fini avec la plupart de mes hospitalisations. C'était très difficile. Je m'appelle Alice, je suis concernée par le trouble borderline duquel je suis aujourd'hui stabilisée et je parle beaucoup de santé mentale sur les réseaux sociaux. C'était important pour moi de parler de santé mentale sur les réseaux sociaux pour apprendre un peu à déstigmatiser les a priori qu'on peut avoir autour, puisque j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de par mon parcours, qu'il y avait beaucoup d'a priori très négatifs sur ce que pouvait être et représenter la santé mentale dans l'entendement collectif des gens. Oui, c'était important pour moi à un moment de ma vie de commencer à prendre la parole dessus en tant que personne concernée. On commence un tout petit peu à parler de santé mentale. Disons que c'est mieux qu'il y a 10 ans. Après, je ne pense pas qu'on soit encore à un point suffisant d'avancement dans la façon dont on traite la santé mentale dans notre société et dont elle est comprise, dans la façon dont on la considère aussi. Ça reste toujours très validiste à ce jour et il y a un premier pas. Et il en faut toujours un partout dans tous les sujets qu'on commence à aborder en société. Mais pour l'instant, on est très loin d'une avancée remarquable sur ces sujets-là. On imagine souvent dans la santé mentale que ça vient du jour au lendemain, alors qu'en fait, quand tu parles d'un trouble de la personnalité, ça fait partie de toi presque depuis toujours. En réalité, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc moi, ça a toujours été partie constituante de ma personne. Et j'aurais envie de dire que mes premiers symptômes ont commencé à apparaître quand je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est pas un jour tout bascule et ta vie dérape. En tout cas, ça n'a pas été ça pour moi. J'ai toujours vécu comme ça et du coup, ma vie a toujours été dysfonctionnelle et difficile à gérer. En fait, j'ai toujours été prise en charge. Je suis prise en charge depuis que j'ai 7 ans. Par des psychologues et psychiatriquement depuis que j'en ai 14. Donc à cette époque-là, c'était pas tellement moi qui prenais les décisions pour ma propre vie. Et après, j'ai très vite été hospitalisée. En fait, j'ai passé quasiment toute mon adolescence hospitalisée dans différentes structures. Et c'était pas mon initiative, c'était mes parents, ma mère en l'occurrence, qui était très dépassée par ce qu'elle pouvait voir de moi. Et à raison, puisque à l'époque, on en parlait encore moins et que c'était difficile de savoir comment gérer un enfant avec autant de problèmes qui génèrent autant de mise en danger, de turbulences, j'ai presque envie de dire. Depuis toujours, en fait, je vois des psys, c'est vraiment un parcours d'une vie. Le mot « trouble de la personnalité borderline », en vrai, il m'a été posé assez vite quand j'étais jeune, mais moi, je ne l'ai pas su tout de suite. Moi, je l'ai su beaucoup plus tard, vers 25 ans, quelque chose comme ça. Parce que je pense que c'était plus les médecins entre eux pour essayer de se comprendre. Et après, je pourrais faire certains reproches à la psychiatrie. Mais ouais, il n'y avait pas de volonté, visiblement, de me le dire. Je pense qu'on ne devait peut-être pas penser que j'étais prête à l'entendre. On m'avait fait des théories d'un trouble bipolaire. Ça, on me l'avait dit, mais borderline, non. Le diagnostic avait beau avoir été posé, ça, on me l'a pas dit de vive voix. Moi, j'ai passé toute ma vie, toute mon adolescence à me sentir too much, à me sentir différente, à me sentir toujours dans l'extrême. Alors, en fait, quand je te dis me sentir, c'est plus que les autres me renvoyaient à la figure que là j'abuse, là j'exagère, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, c'est un peu disproportionné. J'étais très intense, trop too much pour le monde. Et du coup, oui, on te le renvoie en fait sans cesse que t'es dans les extrêmes. Du coup, oui, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait mal, mais après, je me détestais tellement que je me disais juste que j'étais un monstre, en fait. Je cherchais pas les causes, les tenants, les aboutissants. On m'avait diagnostiqué d'une dépression morbide, dépression sévère, quand j'avais 14 ans. J'ai fait une grosse dépression. Puis voilà, je croyais qu'en fait, tout était un peu lié à cette dépression et que j'étais juste quelqu'un de chiant à vivre. Sinon, c'est terrible, mais c'est aussi ça qu'on me renvoyait. Donc, c'est comme ça que je m'auto-jugeais. Je pense qu'à l'échelle de ma vie, ça doit faire maximum 1 an ou 2 que je commence à accepter d'avoir eu le passé que j'ai eu et d'avoir été comme j'ai été quand j'étais au cœur de mon trouble borderline et de comprendre qu'en fait, j'ai fait ce que j'ai pu faire en temps voulu avec les ressources que j'avais à ce moment-là qui m'étaient données. Mais le trouble étant tellement stigmatisé, tellement mal pris en charge aussi malheureusement, tellement mal compris, forcément j'en ai énormément souffert et je me suis détestée d'être comme j'étais. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre que j'ai fait de mon mieux et que je ne suis pas une mauvaise personne, que mes intentions n'ont jamais été mauvaises et que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. J'essaie d'avoir un peu cette bienveillance vis-à-vis de mon moi du passé parce que j'ai pas choisi en fait d'avoir ce trouble et de vivre comme j'ai vécu. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été hyper tolérante
aux autres, mais toujours. C'est-à-dire que je suis toujours partie du principe qu'on ne savait pas ce qui se passait dans la vie de quelqu'un, qu'on ne pouvait pas se permettre de juger. Je suis la pote chiante quand on est en soirée et que ça commence à parler sur quelqu'un qui dit non mais attendez, on sait pas. Je sais pas si je suis chiante d'ailleurs ou si c'est juste sain de ma part de le faire, mais non, je suis tout le temps en train justement de mettre de la distance et d'être dans le non-jugement. C'est marrant, c'est une amie qui me l'a dit il y a 1 an, quelque chose comme ça, qui me disait mais Alice, c'est incroyable parce que je t'ai jamais vu juger quelqu'un alors que je te connais depuis 12 ans maintenant. Et c'est vrai, en fait, je suis jamais dans le jugement de personne. Je l'ai jamais été d'aussi loin que je me souvienne. Et je suis convaincue que c'est à cause aussi, enfin à cause ou grâce à ce que je suis, que du coup j'ai toujours pris du recul sur ce que pouvaient être les autres. M'interdire, non, en fait je le fais très naturellement, mais en tout cas je ne les juge pas, je ne juge jamais personne. Quand t'as un trouble borderline, t'es un peu la cible facile. Parce que en ce qui me concerne, moi j'étais un livre ouvert. J'ai toujours été très intense, très à fleur de peau et en même temps très nature peinture. C'est-à-dire que je me cachais de rien et donc je me préservais pas forcément aussi de ce que les gens allaient pouvoir faire, des informations que je leur délivrais. J'avais aucune barrière en fait de protection. Je savais même pas ce que c'était que d'avoir des limites. Donc j'étais toujours très intense dans mes relations et forcément tu deviens malgré toi à un moment donné une cible facile pour les gens pour te taper dessus en fait parce que t'es intense, parce que t'es too much, parce que t'es dans l'excès, parce que il y a des choses qui dérangent en fait chez toi, t'es pas assez calme, t'es pas assez droit. Moi vu que j'avais aucune limite à l'époque et que j'étais toujours un peu trop partout tout le temps. Oui, il y avait des gens que ça dérangeait énormément et des gens qui du coup, oui, essayaient de me le faire payer. Ça a eu des répercussions sur certaines du coup de mes amitiés qui n'étaient pas des amitiés, mais des gens que je pensais potentiellement être mes amis. Et en final, ils sautaient sur la moindre occasion potentiellement pour me faire sentir que j'étais un peu too much. Il n'y avait pas de validation. Il n'y avait que t'es vraiment une drama queen, t'abuses, t'exagères. T'en fais des caisses. Donc oui, sur le plan amical, en tout cas, oui, je peux l'avoir ressenti comme ça. C'était important pour moi de commencer à prendre la parole dessus sur les réseaux sociaux. Avec tout le parcours que j'ai eu, je me suis à un moment donné sentie comme d'une envie de venir un peu rétablir certaines vérités dans des a priori parfois trop stigmatisants qu'on pouvait avoir, que je pouvais entendre. Moi, tout ça s'est beaucoup passé dans les années 2010, mes prises en charge psychiatriques, etc. Et dans les années 2010, en fait, on passait un peu l'entièreté de notre temps en tant que patient à se poser la question de comment le dissimuler, comment faire en sorte que ça ne se sache pas, que ce soit par nos amis à l'extérieur, que ce soit par nos employeurs plus tard, comment justifier des trous dans le CV. On se prenait vraiment la tête avec ça. Et moi, à un moment donné, je me suis juste dit, en fait, j'en ai plus rien à faire, je vais prendre la parole dessus et puis ça fera le tri au pire de ceux qui veulent pas m'en entendre parler. Et voilà. Il n'y a pas de moment clé où ça bascule quand tu as un trouble de la personnalité parce que ça t'habite absolument tout le temps en continu. Par contre, il y a des épisodes beaucoup plus dangereux en termes de mise en danger, en termes d'auto-sabotage, d'autodestruction, qui ont pu être très violents, des fois où j'ai fini aux urgences parce que c'était allé trop loin, parce que ça avait pris des proportions totalement disproportionnées et qu'il n'y avait pas de régulation possible à l'intérieur de mon corps. Donc oui, c'est arrivé qu'il y ait des épisodes où ça a mal tourné, disons, ça s'est fini à l'hôpital, aux urgences psychiatriques. Il n'y a pas un épisode plus qu'un autre, en fait, c'est plein d'épisodes tout le temps d'auto-sabotage, de souffrance et d'intensité difficile à gérer, en fait, tous les jours. Tout le temps, tous les jours sont une épreuve, tous les jours sont des épisodes de montagnes russes à essayer de gérer. Je pense que j'étais très mal entourée à l'époque. Honnêtement, à l'époque où j'étais en plein dans mon trouble, j'étais très très mal entourée. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être hyper bien accompagnée et entourée par des personnes formidables, aussi bien des professionnels que des amis, que mon copain, que des proches autour de moi, X et Y. Mais c'était pas le cas au moment où j'étais vraiment au cœur de mon trouble et justement, je suis assez convaincue que l'entourage, vu que le trouble borderline est très axé aussi sur les relations interpersonnelles, je suis intimement convaincue que l'entourage a un rôle assez prenant dans le trouble borderline, dans les répercussions soit positives soit négatives que ça va pouvoir avoir sur la personne borderline et sur aussi sa capacité de progression, de se stabiliser, de mieux se gérer émotionnellement. Mais aujourd'hui, j'ai mon copain qui est vraiment une personne formidable, qui m'aide énormément, qui me valide beaucoup émotionnellement aussi
Et aujourd'hui, ça va mieux aussi et je travaille beaucoup dessus. Donc, c'est un truc aussi donnant-donnant je travaille pour, il est vraiment très présent, donc ça peut fonctionner. Parce que l'un sans l'autre ne marcherait juste pas. Se stabiliser, c'est un travail de tous les jours, travailler sur soi, essayer de se comprendre, essayer d'éviter que la marmite émotionnelle déborde. C'est un travail de tous les jours, ouais. Essayer de ne pas être dans la surinterprétation. C'est aussi un entraînement cérébral, c'est-à-dire que c'est un exercice, tu travailles, tu entraînes ton cerveau à avoir des réflexes plus fonctionnels, de sorte à ce que dans la vie, le trouble te soit plus facile à gérer en fait. Et après, ça devient un peu presque des automatismes sur certaines choses que j'ai pu mettre en place. Aujourd'hui, ça se fait assez naturellement, alors qu'au départ, c'était un vrai exercice. C'était compliqué de le faire, je ratais souvent. Mais aujourd'hui, c'est ancré dans ma façon d'être, en fait. C'est un travail de tous les jours pour essayer de retravailler la façon dont tu as été conditionné toute ta vie à penser que le monde était ton ennemi. C'est comme un gros trauma dont il faut essayer de se remettre en essayant de comprendre que aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir dans ta vie les mêmes réflexes, les mêmes réactions que tu pouvais avoir à l'époque où tu étais potentiellement vraiment en danger. J'ai jamais vraiment vécu de stigmatisation, si ce n'est ce que je disais plus tôt sur les gens qui, malgré moi, profitaient, on va dire, je sais pas comment dire autrement, du fait que j'étais trop intense pour me tomber dessus, parce que c'est facile, en fait, quelqu'un qui est très expansif, qui est très, très ouvert, qui parle de tout, etc., bah forcément, c'est la petite main facile sur laquelle on va taper. Outre cette période-là de ma vie, non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en parle hyper librement, et que je ne cherche pas à creuser avec les gens qui ne comprennent pas, et que ceux qui ont envie de comprendre me posent des questions. Je ressens pas spécialement de stigmatisation. Je sais qu'il y en a, d'un point de vue sociétal et systémique. Mais moi, à titre individuel, je pense être vraiment entourée de bonnes personnes, que ce soit dans le travail, les amis, les proches, même les gens que je peux croiser juste à des soirées ou des choses comme ça. En fait, je ne place pas non plus partout, tout le temps, que j'ai un trouble de la personnalité borderline. Je le dis à l'occasion si on me le demande, ou si on me dit « Ah bah je t'ai vu sur les réseaux », ou si on commence à parler de santé mentale et à deep talk un peu sur tout ça. Mais sinon, moi, de moi-même, je le dis pas, et je sais très bien que je suis pas du tout qu'un trouble borderline, je suis beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'autres facettes de ma personne que tu vois avant de voir que j'ai un trouble borderline. Là, on parle de mon trouble borderline, donc on me rassocie au fait que j'ai un trouble borderline. Mais en vrai, on pourrait très bien parler de ma vie, je sais pas, bref, on pourrait prendre d'autres facettes de ma personne et les exploiter aussi pour en parler, c'est un prisme. Les sujets que j'aborde le plus sur les réseaux, globalement, c'est sur le trouble borderline, parce que c'est celui que je maîtrise, enfin c'est le trouble que je maîtrise le plus vu que c'est celui qui me concerne. Donc je parle un peu des conséquences, des répercussions du trouble borderline, de l'origine aussi de certains symptômes, de pourquoi est-ce que le borderline agit comme ça, parce que souvent ça on comprend mal, on croit que les borderlines sont mal intentionnés, alors qu'en fait on voit la forme mais on comprend pas le fond de ce qu'il y a derrière, de pourquoi est-ce que le borderline à un instant T se met à agir comme il agit. Donc j'essayais un peu d'expliquer le fonctionnement du trouble, que ce soit pour les personnes concernées qui se sentent comme étant des monstres, ou pour les proches qui ne comprennent pas, qui se sentent dépassés. Et après je parle aussi beaucoup de relations humaines, je parle beaucoup de relations interpersonnelles, je parle même parfois un peu de sujets de société plus vastement, presque parfois je philosophe presque aussi sur des sujets, parfois je parle de pop culture, d'événements que j'aime bien. En fait, je parle beaucoup de santé mentale, oui, mais je ne parle pas que de santé mentale, parce qu'en fait je parle juste de ce que j'aime bien, et de ce que je connais, et de ce que j'ai envie de partager. Il n'y a pas une journée type quand on est borderline. Déjà, ça, je pense que c'est une fausse croyance. Je pense qu'il n'y a même aucune journée type dans rien, pour personne. En ce qui me concerne, moi, j'ai aucune journée qui se ressemble. Vraiment aucune. Rien que si je prends là sur ma dernière semaine, je pense que tous les jours j'ai eu un emploi du temps différent, je me suis levée à des heures différentes, j'ai fait des choses complètement variées. Mais au sein d'une même journée, tu peux avoir des grosses fluctuations d'humeur. Alors quand on arrive à un stade de stabilisation comme moi je me revendiquerais, c'est des phases qui vont être beaucoup plus lissées, c'est-à-dire que tu vas avoir des fluctuations d'humeur, mais qui vont pas prendre des proportions disproportionnées, jusqu'au point de te rendre dysfonctionnel ou de te mettre en danger ou de ruiner tes relations, etc. Donc tu peux avoir des petites vagues comme ça. À un moment donné, t'écoutes une musique et t'es hyper heureux, puis d'un coup tu te mets à t'écrouler en larmes, en sanglots. Ça m'arrive encore même aujourd'hui. C'est plus rare, c'est plus court, c'est plus régulable. J'en ai beaucoup plus conscience aussi. Tout est à intensité moindre aujourd'hui parce que j'ai vraiment réussi à stabiliser tout ça et à travailler dessus. Mais ouais, en gros, t'as des vraies phases de changement d'humeur où tu peux aussi, après, je sais pas,
aller voir tes potes, aller boire un verre avec eux, et puis tu vas avoir l'impression que s'il s'est pas assis à côté de toi, c'est qu'il te veut du mal forcément. Donc dans ta tête, tu peux switcher et te dire cette personne ne m'aime pas, cette personne va m'abandonner, ça peut aussi être tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai plus aujourd'hui, ou quasi plus. C'est très contextuel à tout ce qui peut t'arriver dans ton environnement, t'es très sensible. T'es comme un écorché vif en fait de la vie. T'es à la merci du monde tout le temps, émotionnellement, identitairement. Tu sais pas où te placer, tu vis trop tout intensément en fait. Je pense qu'on aimerait tous avoir une baguette magique pour se stabiliser de son trouble, et je pense même que c'est l'une des questions qui m'est le plus posée. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Comme s'il y avait un secret à un moment donné. Je pense que c'est polyfactoriel, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est polyfactoriel. Et il y a tout un contexte dans lequel il faut se positionner pour réussir à stabiliser son trouble. Que ce soit déjà avoir conscience qu'on va mal, ne pas le refouler, s'entourer d'un bon entourage de personnes qui sont validantes émotionnellement, le travailler en thérapie également avec un psy adapté, parce qu'on peut aussi être dans une relation thérapeutique, c'est encore un autre sujet, mais qui se passe mal, où il n'y a pas le lien qui se crée, où c'est pas le type de thérapie adaptée. Essayer d'avoir un environnement le plus sain possible, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est des conseils tout bêtes, mais moi ce que j'essaie de faire le plus, si je peux donner mon petit conseil du jour, c'est de toujours être dans la réflexion de qu'est-ce que là tout de suite je suis en train de ressentir, dans quel état je me situe. Toujours essayer d'être en conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de sorte à ce que si à un moment donné la marmite déborde, en fait j'ai pu l'anticiper avant, parce que j'ai guetté l'eau qui commençait à bouillir, et donc quand ça arrive au sommet et que ça déborde de la casserole, et ben en fait je peux l'anticiper, j'essaye de l'anticiper du moins, et donc je suis toujours en train de me poser la question de ok là t'es comment, t'es dans quel mood, est-ce que là tu viens d'être énervé par telle personne, est-ce que là tu viens de te sentir frustré de telle situation, est-ce que là tu sens que c'est en train de monter, voilà, toujours essayer d'être dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de sorte à reprendre les manettes de ses émotions et à pouvoir les réguler avant qu'elles ne nous dépassent. La validation émotionnelle, c'est l'une des choses les plus importantes, essentiellement dans le cas du trouble borderline, puisque c'est un trouble qui joue beaucoup sur le plan émotionnel et sur une instabilité émotionnelle très forte. Mais évidemment, tout le monde a besoin d'être validé émotionnellement, absolument tout le monde. C'est hyper important de considérer que les gens ont des émotions, puisqu'on en a tous, et si on fait comme si elles n'existaient pas, elles finiront par prendre des tournures qu'on n'a pas envie qu'elles prennent, et elles finiront par se retourner contre nous. Donc oui, on n'est pas éduqué à prendre soin de nos émotions et à les entendre et à les considérer. On est même plutôt éduqué à les lisser ou à faire comme si elles n'existaient pas. Même si tu comprends pas pourquoi une personne réagit comme elle réagit, parce que toi, face à une situation donnée, tu n'aurais pas réagi pareil, le fait est que l'émotion de la personne, elle est réelle, et que c'est celle-là qu'il faut valider. Tu peux ne pas être d'accord avec la situation et pour autant valider l'émotion de la personne. C'est marrant parce qu'on pense beaucoup que c'est quelque chose de très engageant pour moi de commencer à parler de santé mentale sur mes réseaux, de partager mon vécu, etc. Mais si j'ai commencé à le faire, c'est parce que j'étais dans une phase de ma vie où je me sentais complètement OK avec le fait de le faire. Et je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été le cas. Donc non, quand j'ai commencé à partager ma vie et mon contenu sur les réseaux, j'étais hyper alignée en fait avec le fait que ça se sache, que ma vie se sache. D'ailleurs, je sélectionne toujours les informations que je diffuse sur les réseaux sociaux, mais toutes celles que je donne, toutes les informations que je partage sur les réseaux, c'est que des choses avec lesquelles je suis OK. Je suis OK sur le fait que ma boulangère, mon banquier, ma psy, mon ex, ma maîtresse d'école tombe dessus en fait. Je réfléchis toujours à est-ce que vraiment ça te dérange pas si toutes ces personnes-là tombent dessus? Non, ça me dérange pas, ok, je poste. Et il y a des choses de ma vie dont je parle pas parce que je suis pas forcément ok, mais je le fais en tout état d'âme et conscience en tout cas au moment où je poste. Bien évidemment, je fais de l'anxiété. Je fais de l'anxiété évidemment, comme à peu près tout le monde, et puis en plus moi j'ai un tempérament obsessionnel, donc c'est à dire que je peux vraiment, c'est une forme d'anxiété, donc je peux vraiment en fait prendre un sujet et commencer à faire une ultra obsession dessus, avec des ruminations constantes qui vont presque parfois me paralyser d'angoisse. Comment je fais? J'essaye de prendre du recul, j'essaye de faire confiance au fait que rien jusqu'à aujourd'hui ne m'est encore tué. J'essaye de me rappeler que c'est plus une interprétation personnelle de mes problèmes,
Enfin, pardon, c'est plutôt. J'essaye de me rappeler que c'est plus une surinterprétation de ce qui pourrait se passer que la réalité. En fait, c'est pas la réalité d'ailleurs quand t'es en train d'angoisser sur quelque chose, t'es en train d'imaginer une réalité qui est pas là. Mais j'ai pas de solution magique contre l'anxiété, c'est que des petites choses que j'essaye de me dire. Essayer d'être à l'écoute de ses émotions, encore une fois aussi, de prendre le temps, ralentir. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup, que j'ai piqué à ma belle-sœur. Quand je suis anxieuse, j'essaie de ralentir mes mouvements. Je fais tout plus doucement, je mets mes bouchons d'oreilles. J'essaie de me mettre dans une tenue confortable et je fais tout beaucoup plus doucement et je me dis qu'il n'y a pas le feu nulle part. Et en fait, ça aide vachement à rappeler au corps qu'en fait, il est en sécurité et ça marche vachement bien. Un message que je pourrais donner aux proches de borderline, c'est tout d'abord de ne pas s'oublier soi-même. Ça, c'est le premier pas. C'est fondamental, en fait, que d'avoir conscience que vous ne pourrez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Donc, toujours savoir situer vos limites à vous et savoir à quel moment est-ce que là, ça vous dépasse émotionnellement. Parce que aider quelqu'un pour finalement devenir celui qui souffre, il n'y a pas trop d'intérêt si ce n'est faire des dommages collatéraux. Donc, premier point. Deuxième point, pour entrer un peu plus dans la matière, c'est encore une fois la validation émotionnelle. Le fait d'être à l'écoute énormément. Parfois, juste l'écoute, on ne se rend pas compte, mais ça peut aider. Parfois, il n'y a pas besoin de donner des conseils. En plus, souvent, face au borderline, c'est pas la rationalité qui est attendue de la part du borderline. On a besoin de juste parfois être entendu, d'être compris, d'être validé. Et parfois, juste l'écoute fait énormément de bien. L'écoute non jugeante, éviter tous les reproches et essayer aussi d'être la personne la plus constante possible. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être très dur pour un borderline, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, quelqu'un qui ne sait pas se positionner, quelqu'un qui pose un rendez-vous et puis l'annule derrière. Tous ces comportements changeants peuvent venir déranger le borderline aussi. Donc en tant que proche, essayez d'être le plus constant possible, mais ne pas oublier qu'on ne peut pas sauver une personne qui n'a pas elle-même conscience de ses problèmes et qui ne veut pas s'aider elle-même. Si toi tu fais ce parcours-là jusqu'à elle, il faut que la personne borderline, elle fasse aussi ce parcours-là jusqu'à toi. Sinon, tu resteras face à un mur et au pire, toi, tu te casseras la gueule et puis voilà, tu ne sauveras pas la personne. Au départ, quand j'ai commencé à parler du trouble borderline, je voulais juste qu'on déstigmatise un peu les a priori qu'on pouvait avoir sur la santé mentale. Et finalement, je me rends compte, malgré moi, que j'incarne un peu cette personne stabilisée qui donne de l'espoir à certaines personnes concernées par le trouble. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive tout à fait à vivre avec et que je suis heureuse dans ma vie, je peux le dire actuellement. Je pense que malgré moi, j'incarne une forme d'espoir, mais c'était pas mon but à la base. Je voulais juste déstigmatiser le trouble, déstigmatiser les questions autour de la santé mentale. Parfois, il y a des gens qui me disent des choses presque vertigineuses, comme quoi je leur aurais sauvé la vie juste en partageant mon expérience. Ouais, je suis hyper contente que ça puisse aider des personnes et ça a l'air d'être vraiment le cas. Donc, juste avec du partage d'expérience, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent moins seules. Et c'est le but en fait de mes réseaux, parce que moi je suis pas psy du tout, je fais que du partage d'expérience et du partage de conseils de part en tant que personne concernée. Que je sauve quelque chose en eux, enfin je trouve ça génial, tu vois. Peut-être des personnes qui ont été très seules toute leur vie, je sais pas, mais ça me touche beaucoup. Je pense que je sers de modèle d'identification pour certains borderline. Peut-être que ça m'aurait aidé d'avoir la même chose à l'époque. Oui, je pense que je délivre beaucoup les conseils et les clés de compréhension que moi j'aurais aimé avoir à l'époque où j'étais au cœur de mon trouble et que je me sentais très seule et très incomprise et très monstrueuse. J'avais l'impression d'être à la merci du monde tout le temps. C'était très 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 difficile, oui, j'ai voulu en finir bien plus d'une fois. Je passais ma vie à essayer de toute façon de crever par quelque manière que ce soit. J'avais pas envie de vivre en fait avec l'intensité que la vie me demandait et me mobilisait et toutes les fluctuations émotionnelles que je pouvais connaître du matin au soir, c'était insoutenable. J'étais pas heureuse de vivre en fait. J'étais pas heureuse de me balader les casseroles et les conséquences de ce trouble. Moi, j'ai eu des expériences très maltraitantes dans les cliniques psychiatriques et les hôpitaux psy que j'ai fait. Et on me le dit aujourd'hui, il y a beaucoup d'infirmiers en psy qui m'envoient des messages et qui me disent « Mais tu as raison, dans mon service, les borderline, c'est les personnes qui sont le plus stigmatisées, le plus pris à partie, le plus... Moi, j'ai eu le droit à beaucoup de maltraitance médicale quand j'étais plus jeune. Ça s'est mal fini avec la plupart de mes hospitalisations. Les équipes soignantes ne sont malheureusement, à mon sens, pas assez formées aux troubles borderline, d'où aussi le fait que ce soit, à mon sens, hyper important en tant que personne concernée de prendre la parole dessus. Je pense que les professionnels de la santé mentale ont autant besoin d'avoir le témoignage et l'expérience de personnes concernées
que nous, on a besoin de leur aide. C'est un truc qui, pour moi, doit fonctionner ensemble. Et il y a évidemment aujourd'hui de plus en plus de psys compétents et prêts à accompagner le trouble borderline. Ça reste mince, c'est encore trop peu développé. J'espère que ça le sera plus à l'avenir. Et je milite aussi pour ça à travers mon témoignage en tant que personne concernée. Le milieu médical, il ne sauve pas le trouble, il sauve la crise à la rigueur. Après, la thérapie, sur le long terme, peut permettre de stabiliser un trouble. Bien évidemment, enfin un trouble borderline en tout cas. Mais c'est de la thérapie sur du long terme. Quand je dis long terme, c'est plusieurs années. L'hospitalisation en psychiatrie telle qu'on l'entend, elle gère la crise du moment, elle ne gère pas le trouble. Et ça, c'est un travail de toute une vie. C'est hyper important, pourtant c'est pas le réflexe qu'on a, mais c'est hyper important de prendre du recul sur le diagnostic qu'on vient d'avoir. Je le dis tout le temps, mais la santé mentale, c'est quelque chose d'hyper évolutif. C'est quelque chose qui est tout le temps en perpétuelle évolution et qui continuera encore à évoluer dans les 10, 15, 30, 50 prochaines années. Et ce qu'on qualifiait aujourd'hui de trouble de la personnalité borderline, à l'époque, on le qualifiait d'hystérie. À l'époque encore, on le qualifiait de sorcière à brûler sur un bûcher. Voilà, selon les époques, on ne va pas du tout parler de la même chose et ça se trouve, dans 50 ans, on ne considérera même plus que c'est un trouble de la même manière que l'homosexualité, il y a encore pas si longtemps que ça, était aussi considérée comme un trouble. Genre il y a une petite cinquantaine d'années. C'est des choses qui évoluent tout le temps en permanence, donc il faut toujours essayer de prendre de la distance par rapport à ces diagnostics. Peut-être je pourrais dire, servez-vous de ce diagnostic maintenant pour essayer de trouver les outils adaptés à vos problématiques, mais rappelez-vous bien que vous n'êtes pas que ce trouble. S'accepter, c'est accepter de ne pas avoir eu le choix que d'être qui nous sommes. S'accepter, c'est accepter qu'on n'a pas choisi d'avoir cette vie, qu'aujourd'hui, en fait, ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. C'est comment est-ce qu'on se prend en charge, comment est-ce qu'on essaie d'évoluer, comment est-ce qu'on essaie de se soigner. Accepter, c'est ne pas être dans le combat de qui on est, mais c'est être dans la compassion de qui on est. Faux. C'est plus compliqué que pour les autres, mais c'est faux. Faux. Ça peut, mais personnellement, c'est pas mon cas, donc j'ai envie de dire faux. Oui, vrai. Oui, vrai. Non. Oui. Non. Ça arrive, mais c'est très rare. Pour la dépression, j'ai déjà eu peur. Pas pour le trouble borderline. Moyen. La société accepte un tout petit peu plus qu'on en parle, mais la société est toujours très validiste et dès lors que tu vas un peu trop sortir quand même de ce qu'on attend de toi, elle va plus faire l'effort de la comprendre. Donc non, j'ai envie de dire non. Oui. Elle est compliquée comme question. Qu'est-ce que l'identité et qui sommes-nous? Je vais dire oui, mais ouvert à un débat plus philosophique de qu'est-ce que l'identité. Oui, beaucoup de personnes absolument formidables. Oui, oui et oui si tu me reposes la question. Absolument tout le monde. Il n'y a rien de plus important comme investissement que d'investir dans sa santé mentale. C'est la chose la plus importante pour être heureuse. Oui. Positive. Le violet. Le mot éphémère. Challenge. J'aime pas qu'on fasse passer des choses compliquées pour... genre c'est un challenge de faire ça alors qu'en fait non, c'est juste compliqué et c'est juste chiant à faire. Donc non, c'est pas un challenge, c'est juste un bourbier, c'est tout. Liberté. Précieux. C'est ok. Merci. Vive la musique. De continuer à aller bien, et d'ailleurs on peut le souhaiter à tout le monde, vraiment pas qu'à moi.
Un mot de fin à faire passer. Attends, je ne voudrais pas faire passer n'importe quoi comme mot de fin. Investissez dans votre santé mentale parce que c'est la chose la plus précieuse sur laquelle vous pouvez travailler et c'est ça qui vous permettra de vous épanouir dans le reste de votre vie.